Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la protection de la santé psychique des salariés avec mon invité Audrey Tomaszewski, console chez Evershed Sutherland. On évoquera ensuite l'upcycling et la propriété intellectuelle avec Agathe Sajdela, avocate chez DTMV. Et enfin, on parlera de la directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal avec Hassan Benhamadi, avocat associé, fondateur de Adlan Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. La Cour de cassation a rendu le 5 novembre dernier un arrêt qui réaffirme l'exigence absolue de la protection de la santé psychique des salariés. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Tomaszewski, console chez Evershed Sutherland. Audrey, bonjour. Bonjour Arnaud. On va revenir en détail sur cette décision du 5 novembre dernier, mais tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler les faits, le contexte de l'affaire, s'il vous plaît? Oui, alors dans cet arrêt, il s'agissait d'un salarié directeur commercial qui a été licencié pour faute grave en raison de ses propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l'orientation sexuelle d'un salarié. Certains de ces propos avaient été tenus sur la messagerie interne de la société et c'était d'ailleurs un des arguments du salarié, la fameuse distinction vie personnelle, vie professionnelle, que la Cour de cassation a écartée en l'espèce. Alors, le directeur commercial a été licencié, mais sur quel fondement? Alors, la Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave sur le fondement de l'article L4122.1 du Code du travail et érige en principe la protection de la santé psychique du salarié, mais en réalité se fonde sur un article qui existe déjà, qui prévoit que chaque travailleur doit prendre soin de sa santé, mais également des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions. Et la Cour de cassation relève, comme l'avait fait la Cour d'appel, que les propos en question avaient porté atteinte à la dignité de salariés en raison de leur caractère dégradant et avait heurté certains salariés. Elle en conclut que le comportement du salarié était de nature à porter atteinte à la santé psychique de salariés et justifier son licenciement. Et donc, le directeur commercial, à l'origine de ces propos, avait argué du ton de l'humour, de la plaisanterie. Pourquoi ça n'a pas été retenu? Tout à fait, c'était un des arguments du salarié et la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, rejette cet argument de l'humour. Il faut noter qu'en l'espèce, les propos étaient cumulés la Cour de cassation indique qu'ils étaient inacceptables au sein de l'entreprise, dans un cadre professionnel, qu'ils étaient répétés, le caractère de Ça, répétition. c'est important, la répétition des propos. Tout à fait, c'est ce qui a été relevé par la Cour d'appel et ce, peu importe notamment que certains salariés étaient en l'espèce revenus sur leur attestation, puisque la Cour d'appel a relevé que certains salariés avaient rédigé une première attestation et étaient finalement revenus sur la attestation en évoquant que sur le moment, ils avaient pris ça sur le ton de l'humour et qu'ils n'avaient pas été particulièrement heurtés par le comportement de ce salarié. Mais on peut noter notamment comme exemple de fait que ce salarié avait émis des commentaires sur la taille de la poitrine d'une salariée qui annonçait sa grossesse. Je pense qu'on est d'accord que ces propos n'ont rien à faire dans un cadre professionnel, s'ils peuvent être acceptés dans la sphère privée. Également, il y avait des propos racistes sur des salariés malgaches d'un sous-traitant. Et un autre exemple, mais il y en a vraiment de nombreux dans ce dossier. En comité de direction, le salarié avait évoqué les rapports intimes entre une salariée et son collègue de travail
pour évoquer sa formation. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de propos qui peuvent être racistes, dénigrants, sexistes, voilà, et répétés. Tout à fait. Pourquoi la Cour de cassation a insisté et a réaffirmé dans cette décision l'exigence absolue de la protection de la santé psychique des salariés? Pourquoi c'était important? Alors c'est important et surtout, ça revient sur un arrêt du 26 mars 2025 de la Cour de cassation. C'est en effet le prolongement de la décision de la Cour de cassation en mars 2025 qui avait validé le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait adopté un comportement déplacé envers une collaboratrice avec laquelle il avait précédemment entretenu une relation amoureuse. Il avait été insistant, il avait envoyé de nombreux messages à cette salariée par message SMS, mais également sur la messagerie professionnelle. Donc, pendant le temps et sur le lieu de travail, c'est ce qu'avait retenu la Cour de cassation. Et son caractère insistant et le fait qu'il avait à un moment même invoqué, dans le cadre des échanges avec cette salariée, sa qualité de membre du comité de direction, a été retenu par la Cour de cassation en mars pour dire que son comportement constituait un manquement à l'obligation de sécurité, incompatible avec ses responsabilités et de nature à porter atteinte à la santé psychique de la salariée. C'est donc une confirmation en l'espèce. D'accord. Et est-ce que la hiérarchie dans ce type de dossier a pas un rôle à jouer dans la détection et dans la gestion de ces situations? Si, tout à fait. On peut invoquer des dispositifs qui permettent de prévenir ce type de comportement, charte éthique, formation, dispositifs de signalement. Les formations et les dispositifs de signalement, notamment, sont des bons moyens de lutter contre ce type de comportement et de protéger la santé psychique des salariés. Également, les enquêtes internes. Vous le savez, les enquêtes internes se développent de plus en plus ces dernières années. Et la hiérarchie est également là, non seulement pour lancer ce type d'enquête, pour relayer les signalements, et également, il faut noter que ce qui est important pour que les managers soient en mesure de relayer ce type de signalement, c'est qu'il faut absolument prévoir des formations à ce titre pour les managers. Il faut les sensibiliser, les Tout à fait. former. Donc si on revient sur cette jurisprudence, sur ses conséquences, est-ce qu'elle modifie, les obligations de l'employeur ou, non, elle repose, leurs obligations? Non, c'est pas une modification puisque l'article L 4122-1 du Code du travail sur l'obligation de sécurité existait déjà. C'est un renforcement, on peut dire, mais les obligations sont les mêmes, avec bien entendu des signalements qui doivent être pris au sérieux et qui doivent être traités, et un renforcement de l'obligation de santé et de sécurité au travail, bien sûr. Vous l'avez indiqué, c'est une jurisprudence qui est confirmée. Pour vous, c'est une vraie tendance de fond qu'on a? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres contentieux dans ce domaine? Oui, je pense et surtout dans la mesure où ici la Cour de cassation écarte, l'argument de la sphère privée, s'agissant de conversations, sur la messagerie interne, en l'occurrence la messagerie Slack, de l'entreprise. Il faut savoir que dans ce dossier, c'est un peu particulier parce qu'il n'y avait pas uniquement, que des échanges, Slack qui, venaient prouver, les propos du salarié. Il y avait également des attestations, même si elles ont été contredites par la suite, par certains salariés en évoquant notamment le ton de l'humour. Les propos en eux-mêmes n'étaient pas contestés. Il y avait également, cette histoire en comité de direction qui était attestée, et cetera. Mais effectivement, le fait que dans cette décision, la Cour de cassation va plus loin qu'en 2024, puisque je vous rappelle qu'en 2024, la Cour de cassation avait au contraire, écarté, des conversations privées, en mars, s'agissant, de propos, racistes et en septembre, s'agissant de propos sexistes.
Et la Cour de cassation avait notamment décidé que ces propos, dans le cadre d'échanges internes à l'entreprise, internes sur la messagerie, de l'entreprise, relevaient de la sphère privée, ne pouvaient pas justifier un licenciement. Donc aujourd'hui, en 2025, on peut dire que la Cour de cassation va plus loin en écartant, la sphère, privée en l'espèce. Elle va plus loin, elle est plus sévère. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Audrey Tomaszewski. Je rappelle que vous êtes console chez Evershed Sutherland. Merci Arnaud. Tout de suite, on enchaîne. On va parler upcycling et propriété intellectuelle. L'upcycling est une tendance forte dans la mode et le design. On va essayer de comprendre tous les enjeux et quelles sont les questions juridiques qui se posent avec mon invitée Agathe Zajdela, avocate au sein de DTMV. Agathe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler en détail de l'upcycling, mais pour bien comprendre, de quoi s'agit-il? Alors l'upcycling, comme son nom l'indique, littéralement, c'est le recyclage par le haut. Il y a une définition qui a été retenue un peu officielle, qui est le fait de transformer un produit, un composant ou un déchet, pour lui donner une seconde vie. Et donc un exemple, c'est si on applique ça au domaine de la mode, sachant que ça peut être un peu dans tous les secteurs, une robe qui serait déchirée, la découper et en faire une jupe. Dans quel contexte aujourd'hui ça se développe? Alors, il faut savoir que c'est une pratique qui est quand même assez ancienne, qui est évidemment protectrice de l'environnement, et elle fait d'autant plus sens aujourd'hui que dans la loi AGEC de 2021, elle a mis en place une interdiction de détruire les invendus. Donc, en fait, les grandes marques, notamment de mode, ont beaucoup d'invendus. Par le passé, ces invendus étaient détruits, et aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, ça légitime d'autant plus la réutilisation, le réemploi de ces ressources pour leur donner une nouvelle vie. Et donc intervient dans ce cadre cette tendance de l'upcycling. Donc il y a la loi AGEC et j'imagine que des plateformes bien connues qui favorisent justement la réutilisation et la diffusion, la commercialisation de ces produits favorisent aussi tout cela. Oui, évidemment. Alors après, il y a tout un tas d'intermédiaires qui se sont aussi spécialisés dans la mise en relation de ces ressources qui doivent être réemployées, qui ne peuvent pas être détruites, et de marques, notamment dans le domaine de la mode, qui ont besoin de textiles et qui cherchent à avoir une démarche éco-responsable. Donc il y a effectivement cette nouvelle activité d'intermédiaire qui s'est développée. Sur le principe, transformer un produit et le revendre, est-ce que c'est légal? Alors, sur le principe, c'est complètement légal. Après, la question va dépendre de comment on le fait et notamment au regard des droits de propriété intellectuelle, en fait, du titulaire de la marque, de l'enseigne qui a mis initialement le produit sur le marché. Donc, si on se contente d'utiliser un produit qui a déjà été vendu pour ce qu'il est en tant que simple matière première, on le découpe, on le détruit, on le réemploie d'une autre manière complètement différente, il n'y a pas de problème. Là où il y a un sujet, c'est si, et malheureusement il y a beaucoup de marques qui s'immiscent dans cette tendance, on réutilise la marque parce que c'est une marque qui est réputée, qui a du prestige, une marque de luxe, et on la réutilise pour revendre un produit qui n'a pas été autorisé par le titulaire de la marque parce qu'il a été altéré ou modifié sans son consentement. Dans ce cadre-là, on va se placer sur le terrain de la contrefaçon de marque, puisque le titulaire d'une marque met sur le marché un produit. Après, il ne peut plus interdire la revente. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du droit. En revanche, il peut s'y opposer, et c'est légitime, si le produit est modifié ou altéré et qu'il est malgré tout vendu sous sa marque, puisqu'on va associer des pratiques qu'il n'a absolument pas validées et qui peuvent être antagonistes à ses valeurs, à son image, etc. C'est d'autant plus vrai pour les marques de luxe, qui sont particulièrement attentives à leur image de prestige et du contexte de la commercialisation. Donc, acheter, par exemple, en seconde main, légalement, un vêtement, je parle du domaine de la mode, mais ça peut être valable aussi pour d'autres secteurs, acheter un vêtement d'une grande marque, le modifier pour le revendre, ça pose problème s'il est revendu sous la marque. D'accord. Du moment que la marque n'apparaît pas, on peut revendre. Il n'y a pas de risque de contrefaçon. C'est quoi le curseur? Voilà, donc il y a la marque. Si la marque apparaît, c'est un problème. Même si elle n'apparaît pas sur le produit lui-même, ça reste un problème si elle apparaît dans la communication. Par exemple, on va dire, j'utilise des tissus
pour mes vêtements qui sont issus de telle grande marque, de tel stock dormant, de tels invendus, ou de tels vêtements de seconde main de telle grande marque. Donc même si c'est pas sur le produit, mais dans la communication, ça pose un problème. Mais c'est aussi un problème sur le terrain du droit d'auteur, potentiellement. C'est-à-dire que si on réutilise tel quel un produit qui est protégé, donc une création qui est protégée par le droit d'auteur, que ce soit parce qu'il y a une combinaison de caractéristiques originales, on a un vêtement complet, on va réutiliser ce vêtement complet sur lequel on va ajouter des choses, par exemple, ou alors il y a un motif original, par exemple un carré de soie, il peut y avoir un motif qui est original et on va le réutiliser tel quel pour la poser sur un autre produit. Dans ce cadre-là, on va être aussi sur le terrain de la contrefaçon de droit d'auteur. Donc le curseur, c'est en gros ne pas s'immiscer dans le sillage du propriétaire, de la personne qui a mis sur le marché en fait le produit à l'origine. L'idée, c'est de s'abstraire de l'origine du produit et de ne l'utiliser que comme une simple ressource textile pour créer ses propres produits et les vendre auprès du Et public. pas essayer de capter la notoriété de Voilà, la tout à marque, fait. le savoir-faire, etc. Voilà. Et ce, même si on essaye de mettre des disclaimers, par exemple, pour dire attention, moi je le vends avec ma marque, c'est pas des Ça produits de suffit telle pas, marque. ça, le Voilà, disclaimer? ça suffit absolument pas. En gros, le curseur, on va dire que ça va être la loyauté, si on raisonne de manière un peu globale. C'est-à-dire que dès lors qu'on essaye de capter le prestige associé à une marque, d'une manière ou d'une autre, même si on met des disclaimers, même si on ajoute sa propre marque, même si on communique sur le caractère seconde main, ça va pas suffire, a priori, pour considérer que l'activité est légale. C'est quoi les sanctions possibles en cas de contrefaçon? Alors, la contrefaçon, c'est une sanction, enfin, c'est un délit qui est à la fois pénal et civil. Alors, au pénal, là, on n'est pas tellement dans le cas de figure où on va agir au pénal, parce que le pénal, c'est plutôt, voilà, il y a une retenue douanière, il y a une grosse saisie, il y a une perquisition de contrefaçon qu'on appelle servile, qui vont être identiques avec la marque, le modèle. Donc là, on ne se place pas tellement dans ce cas de figure, même si théoriquement, c'est possible. Ça va être plutôt une action au civil. Et donc, ce qu'on risque, c'est une interdiction de commercialisation et des dommages et intérêts. Qui peuvent être importants? Voilà, en fait, les dommages et intérêts, c'est vraiment du cas par cas. Ça va dépendre de l'étendue de la commercialisation, de la présentation du public qui a pu être touché. Ça dépend du Voilà, préjudice, exactement. l'évaluation du Et préjudice. aussi, surtout, quand on porte atteinte à une marque de luxe, ça va être les conditions. Si, par exemple, il s'agit de commercialiser dans un contexte qui est particulièrement dévalorisant, ça va aussi ajouter au préjudice. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été intentées sur ce Oui. fondement? Alors, tout à fait. Et notamment, en tout cas, à ma connaissance, il y en a une qui date d'avril dernier, donc qui est assez récente, qui a été engagée par Hermès contre une société qui vendait des vestes en jean sur lesquelles elle a posé des carrés de soie de seconde main de différentes marques de luxe, notamment Hermès. Et en fait, elle capitalisait en fait, sur le nom des différentes marques de luxe qui étaient sur les carrés pour vendre ses produits. Alors, elle avait sa propre marque. Elle créait ses propres produits, mais elle a posé dessus des carrés. Donc, il y avait à la fois un changement, une modification du carré, donc du droit d'auteur, une altération des droits d'auteur, et à la fois une appropriation aussi de la marque, des marques en question. Et donc, ça a été considéré comme de la contrefaçon de marque, de droits d'auteur. Et à noter que dans cette affaire-là, la personne avait invoqué, pour essayer d'exclure sa responsabilité, le droit à la protection de l'environnement, qui est une liberté fondamentale. Et une liberté fondamentale peut parfois légitimer une atteinte. Ça n'a pas été retenu? Non, parce que donc là, il y avait deux libertés fondamentales, le droit à la protection de l'environnement d'un côté, l'autre, la propriété privée, puisque la propriété intellectuelle, c'est du droit de la propriété. Et le contrôle de proportionnalité n'a pas permis de considérer que l'atteinte était légitime ni nécessaire, puisque les carrés pouvaient être parfaitement réutilisés tels quels, ils n'avaient pas besoin d'être modifiés, puisque la marque n'avait pas non plus besoin d'être utilisée. Donc le tribunal n'a pas été dupe et a bien vu qu'il s'agissait simplement de tirer profit de la notoriété et non d'une vraie démarche dans un souci écologique. On va conclure là-dessus. Merci Agathe Zajdela. Je rappelle que vous êtes avocate chez DTMV. Merci. Tout de suite, on va aborder un autre sujet, la protection de l'environnement par le droit pénal.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler de protection de l'environnement par le droit pénal à l'aune de la directive dédiée. Pour décrypter ce texte, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Benhamadi, associé fondateur du cabinet Adlan Avocat. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de la directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a conduit à cette directive ? Alors, très bonne question Arnaud. Ce qui a conduit à cette directive, c'est plusieurs choses. La première, c'est que les infractions environnementales sont devenues une source très lucrative une source très lucrative de revenus pour les délinquants. C'est un domaine qui a une croissance annuelle de 7 à 10% et qui est donc devenu la quatrième infraction la plus lucrative dans le monde. La deuxième raison qui a conduit à cette directive, c'est que au niveau européen, nous nous sommes aperçus que certains États étaient plus laxistes que la France dans leur réglementation, et cela avait conduit à une sorte de forum shopping de certaines entreprises qui, par exemple, délocalisaient leur gestion des déchets dans des pays où la réglementation était moins sévère que la réglementation française et essayer d'en profiter. Donc il y avait un besoin d'harmonisation sur ce point. Un gros besoin d'harmonisation, et cette directive répond à ce besoin. Voilà. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet avec le détail du texte. Quelles sont les principales dispositions ? Alors les principales dispositions, c'est une liste de 20 infractions harmonisées au niveau européen. Pour nous, au niveau français, la France fait preuve, d'état avancé. Elle est précurseur, c'est un excellent élève. Donc, au niveau français, nous avions déjà des infractions spécifiques, et la directive apporte peu, on va dire. Elle apporte des choses sur le gaz fluoré, sur le mercure, par exemple. C'est vrai qu'elle fixe certaines infractions comme le commerce illégal de bois, l'éloignement des navires, qui sont des infractions un peu originales, et elle fait passer certaines infractions de violation de règles administratives sanctionnées, réglables par de l'argent, à des infractions punies pénalement par de la prison. D'accord. C'est pas des changements majeurs selon vous ? Si, c'est des changements majeurs au niveau européen, mais au niveau français, nous avions déjà un arsenal juridique conséquent, c'est ça ? Assez conséquent, oui. Donc, pour la France, c'est la précision de certaines infractions et l'obligation de punir pénalement certaines infractions dans le Code de l'environnement, et plus par des renvois à des textes administratifs. Mais voilà, l'avancée est plus limitée en France que dans certains autres pays qui manquaient cruellement d'infractions spécifiques, et que la directive permet d'harmoniser ces infractions au niveau européen. Voilà. Alors, la directive prévoit aussi des mesures sur la responsabilité des dirigeants. Quelles sont-elles ? Très bonne question, Arnaud. Et pour moi, c'est vraiment un point d'avancée majeur. C'est effectivement, elle prévoit une obligation de vigilance pénale à l'égard des dirigeants. Comme vous le savez, et là je vais rappeler un peu le droit français sur le sujet, sur le plan pénal, un dirigeant d'entreprise peut s'exonérer en démontrant qu'il a consenti une délégation de pouvoir à quelqu'un d'autre. Peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a consenti une telle délégation de pouvoir qui répond à certaines règles. Aujourd'hui, avec cette obligation de vigilance pénale, c'est important parce que je suis sûr que vous avez fait le parallèle, vous avez déjà fait le parallèle de devoir de vigilance qui est une obligation civile. Là, c'est vraiment une obligation de vigilance pénale. On va devoir prouver qu'au-delà de la délégation de pouvoir délimitée et précise, le dirigeant d'entreprise a fait preuve de vigilance en mettant en place, par exemple, des audits réguliers, en exigeant des rapports d'information réguliers sur certains sujets. Donc, elle renforce l'obligation de vigilance des dirigeants, et elle crée de nouveaux risques pénaux pour eux. Voilà. Pour eux. Et les entreprises sont prêtes, les dirigeants, à relever ces défis, selon vous ?
Très difficile à dire. Je vous avouerai volontiers que mes interlocuteurs habituels essayent déjà de se conformer à toutes les obligations en vigueur, tant bien que mal. Alors, en France, on est assez précurseur et depuis 2021, on est déjà très fort et très sévère en la matière. Là, ce sera très difficile à dire si au niveau européen, toutes les entreprises pourront s'aligner. En tout cas, le point positif qu'on peut relever, c'est qu'on n'a plus de dumping d'autres pays, là où nous étions très sévères. Au moins, toutes les entreprises européennes sont logées à la même enseigne désormais. Alors le texte prévoit aussi des peines de prison pour des personnes physiques qui peuvent aller, ces peines, jusqu'à 10 ans. Donc c'est un changement important pour vous? Oui et non. Alors, oui, au niveau européen, parce que ça harmonise au niveau européen. Vous l'aurez relevé, hein, la difficulté de répondre à vos questions, c'est de me placer au niveau européen, puis de vous faire une comparaison avec Au le niveau régime français. français. Oui. Donc oui, au niveau européen, c'est clairement une avancée majeure, hein. On a une harmonisation du plafond, hein. Les 10 ans, c'est un plafond, on rappellera, c'est jusqu'à 10 ans. C'est pour les infractions ayant entraîné un décès, parce qu'il y a deux types d'infractions qui sont... deux types, pardon, de peines qui sont prévues par la directive, hein. On a 10 ans, on a 8 ans pour les infractions, pour l'infraction dite qualifiée, qui est l'équivalent de l'écocide en droit français. On a 5 et 3 ans pour les infractions les moins graves, entre guillemets. D'accord. Donc une harmonisation nécessaire. En droit français, par contre, nous avions déjà ce plafond de 10 ans applicable en matière d'écocide, l'article 231 du Code de l'environnement. Alors, au-delà, on vient de parler des peines de prison pour les personnes physiques. Il y a aussi des amendes pour les entreprises. Ces amendes qui peuvent atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions d'euros. Est-ce que c'est dissuasif pour vous? C'est extrêmement dissuasif, surtout au niveau européen, où on peut que saluer cette harmonisation, parce que c'est 5% calculé sur le chiffre d'affaires mondial, hein, pas uniquement sur le chiffre d'affaires d'une filiale. C'est une réelle avancée en droit européen. Je suis obligé de vous faire la comparaison en droit français. En droit français, on va déjà au-delà. On est à 10% en matière d'écocide. D'accord. Donc voilà, c'est une avancée au niveau européen. En droit français, on est précurseur. Pour finir, est-ce que selon vous, cette directive, elle change le paradigme en matière de protection de l'environnement par le droit pénal? Oui, surtout au niveau européen, parce qu'on passe d'un sujet qui pouvait être perçu comme réglable avec de l'argent par certains industriels et qui devient maintenant très sévèrement puni, y compris par de la prison dans tous les pays européens, et qui démontre donc que c'est qu'une violation de la réglementation environnementale est envisagée désormais par le pénal comme une atteinte à des droits humains, plus que par un sujet où il faut justement juste une remédiation par de l'argent, par de la réparation, etc. Désormais, les dirigeants encourent de la prison et ils seront beaucoup plus vigilants. Donc c'est un paradigme, c'est un changement clair de paradigme. On va conclure là-dessus. Merci Hassan Benhamadi. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.